el representante de Marruecos. Tout d'abord, de vous présenter les sincères félicitations de la délégation du Maroc et moi personnellement pour votre élection à la présidence de notre comité, surtout pour la confiance qui a été investie en vous. Je voudrais également vous féliciter pour votre autorité et votre leadership qui ont permis aux travaux de notre comité de se dérouler dans d'excellentes conditions. Monsieur le Président, le Maroc réitère son appel au respect du principe de la Charte de l'ONU, principalement son article 12.1, par l'Assemblée générale qui doit se dessaisir de la question du Sahara dès lors qu'elle est actuellement examinée par le Conseil de sécurité. En effet, l'article 12.1 stipule clairement que, et je cite, « Tant que le Conseil de sécurité remplit à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque les fonctions qui lui sont attribuées par la présente charte, l'Assemblée générale ne doit pas faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande. » Fin de citation. Afin de prévenir tout parallélisme conflictuel de compétences, cet article consacre la prééminence du Conseil sur l'Assemblée générale. Bien plus, il lui impose l'obligation de ne pas saisir, ni faire aucune recommandation au sujet des affaires qu'examine le Conseil. Cette interdiction a obligé l'Assemblée générale à se dessaisir d'une dizaine de questions durant les années 50 et 60, ce qui a permis au Conseil d'exercer sereinement sa responsabilité et à l'Assemblée générale de s'abstenir d'interférer dans son mandat. La question du Sahara marocain est la seule à être inscrite au C24 et au Conseil de sécurité. Elle est la seule à faire l'objet d'un processus politique sous les auspices du secrétaire général et de son envoyé personnel sous le chapitre 6 relatif au règlement pacifique des différends. Aussi, le Maroc réitère-t-il avec force son appel pressant à l'Assemblée générale de cesser d'agir ultra vires et de se dessaisir du dossier du Sahara afin de permettre au Conseil de mener sans interférence le processus de négociation visant à parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable. Monsieur le Président, la question du Sahara marocain n'est pas une affaire de décolonisation, mais de parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc. N'en déplaise aux nostalgiques de la guerre froide et aux adeptes de l'autodétermination à géométrie variable, le Sahara marocain a définitivement réintégré sa mère patrie, le Maroc, en 1975, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité et de la Charte des Nations unies. Pour mieux appréhender l'équation du Sahara marocain et l'intégrité territoriale de mon pays, il est impératif de comprendre l'histoire du Maroc. En effet, mon pays a subi une occupation par étapes. À la fin du XIXe siècle par l'Espagne au Sahara, en 1912 par la France au centre et l'Espagne au nord, et enfin par 12 puissances coloniales à Tanger, conférant cette dernière le statut de ville internationale. La récupération de ces régions s'est opérée selon le même modus operandi, graduel, que leur occupation, et ce en vertu d'accords négociés. D'abord, en 1956, le Maroc a signé avec la France l'accord pour l'indépendance de la région du centre et avec l'Espagne celui pour la région du nord. La ville internationale de Tanger a été récupérée la même année. Par la suite, la puissance coloniale espagnole a rétrocédé. Au Maroc, la région de Tel Faya en 1958, puis celle d'Ifni en 1969 et enfin la région du Sahara en 1975. Les deux derniers territoires du sud du Maroc, en l'occurrence les régions de Sidi Ifni et du Sahara, ont été récupérés de l'Espagne conformément à la résolution 2072 du 16 décembre 1965 qui a prié, et je cite, « instamment le gouvernement espagnol en tant que puissance administrante de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la libération de la domination coloniale du territoire d'Ifni, je répète d'Ifni, et du Sahara espagnol, et d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que pose ces deux territoires. » Fin de citation. En 1965, le Polisario n'existait pas. Il ne peut donc revendiquer un quelconque droit sur le Sahara. La décolonisation du Sahara a ainsi été définitivement scellée et reconnue par l'ONU, qui a pris acte de l'accord de Madrid dans sa résolution 3458B du 10 décembre 1975.
Cet accord a été déposé auprès du secrétaire général de l'ONU le 18 novembre 1975. Le principe de l'autodétermination n'a été à aucun moment soulevé par l'Algérie, ni pour la région du Nord, ni pour Tarfaya, ni pour Sidi Ifni. Étrangement, Alger l'a brandi uniquement pour le Sahara, afin de contrarier sa récupération par le Maroc en créant un mouvement séparatiste pour mener une guerre par procuration contre mon pays. Afin de justifier sa guerre militaire au début, puis diplomatique par la suite contre le Maroc, l'Algérie a fait une lecture sélective du droit international, en particulier la résolution 1514. En effet, cette fameuse résolution n'a consacré qu'un seul article au principe de l'autodétermination des peuples, qui est le paragraphe opérationnel 2, alors qu'elle en a réservé 2 à l'intégrité territoriale des États, c'est les paragraphes opérationnels 6 et 7. En plus, cette résolution a codifié le principe de l'autodétermination en tant que simple droit, alors qu'il a élevé le principe de l'intégrité territoriale à une obligation que tous les États, l'Algérie comprise, doivent respecter au même titre que la non-ingérence dans les affaires internes des États et le droit souverain de ces derniers. De même, et afin de donner la prééminence et la force du droit à l'intégrité territoriale, la résolution 1514 a lié expressément cette obligation au respect strict et fidèle de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qu'il n'a pas fait pour le principe de l'autodétermination. Parallèlement, l'Assemblée générale a veillé à ce que la mise en œuvre de l'autodétermination ne soit pas source de balkanisation ni d'atteinte à l'intégrité territoriale des États. C'est pourquoi il y a inclus des limites et érigé des sauvegardes en adoptant la résolution 1541 au lendemain de l'adoption de la résolution 1514. Le principe 4 de la résolution 1541 stipule que l'autodétermination ne s'applique nullement à une partie ou une région d'un État souverain, membre de l'ONU. Il s'applique à des peuples qui n'ont aucun lien avec l'État membre de l'ONU, qui sont géographiquement séparés ou ethniquement, culturellement ou linguistiquement distincts du pays qui les administre. En vertu du principe 4 de la résolution 1541, l'autodétermination ne s'applique nullement au Sahara marocain, car il ne répond à aucun des critères précités. En effet, le Sahara est la continuité géographique du Maroc. La langue arabe est commune au Maroc et à son Sahara. L'islam est la religion du Maroc et de son Sahara. L'origine ethnographique des populations du Sahara est identique à celle des autres régions du royaume. La culture et les traditions hassanies sont les mêmes. Enfin, les tribus du Sahara, comme le reste du peuple marocain, sont unies dans leur allégeance au roi du Maroc, ce qui a été reconnu par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif de 1975. Malgré les fondamentaux historiques, politiques et juridiques de la marocanité du Sahara, le principe de l'autodétermination a été malheureusement perverti par l'Algérie dans sa quête de leadership régional et de démembrement du Maroc. En effet, l'Algérie a persisté dans sa distorsion des principes et des résolutions des Nations Unies en insistant sur l'autodétermination du Sahara et en la subordonnant au référendum. Donc, force est de relever que ce mécanisme de référendum ne figure ni dans la résolution 1514, ni dans la résolution 1541, et encore moins la résolution soit 26-25, qui sont les pierres angulaires de l'Assemblée générale en la matière. En effet, l'Assemblée générale identifie dans ses résolutions 1541 et 26-25 4 solutions égales et distinctes de l'autodétermination. Indépendance, association, intégration, je cite, ou tout autre statut politique librement décidé. L'Assemblée générale n'a privilégié aucun sur l'autre, ni mentionné un quelconque mécanisme devant mener à l'une des solutions préconisées. Le choix du mécanisme de consultation des populations est laissé aux partis qui ont toute la latitude de le déterminer à travers la négociation. À cet égard, il convient de préciser que sur les 64 cas relatifs à des territoires non autonomes ou sous tutelle réglés par les Nations Unies depuis 1945, seuls 4 ont été résolus par un référendum. 2 de ces 4 cas ont engendré des guerres civiles fratricides, ce qui démontre les dangers intrinsèques à ces mécanismes.
Aussi, le Maroc voudrait-il réitérer, ici, avec force, que l'option du référendum est définitivement enterrée pour le cas du Sahara. En effet, le secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, a conclu dans son rapport au Conseil de sécurité S 2131, paragraphe 32, à l'inapplicabilité du plan de règlement de 1991 et donc du référendum. De même, le Conseil de sécurité a écarté le référendum depuis 17 ans, une fois pour toutes, et ce, en faveur de la solution politique, négociée et mutuellement acceptable. Monsieur le Président, bien que le Maroc considère que la décolonisation du Sahara s'est achevée par sa récupération en 1975 et que le principe de l'autodétermination ne s'applique nullement à cette situation, il demeure résolument engagé pour régler définitivement ce différend régional à travers le processus politique sous les auspices de l'ONU. Le Conseil de sécurité a déterminé les paramètres de la solution politique dans ses 12 résolutions successives adoptées depuis 2007, notamment 1. La solution de la question du Sahara ne peut être que politique, mutuellement acceptable et négociée sur la base du réalisme et de l'esprit du compromis. 2. La prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, dont le Conseil de sécurité a constamment salué le sérieux et la crédibilité. 3. Le caractère régional de ce différend, en appelant explicitement les pays voisins, principalement l'Algérie, à faire des contributions importantes au processus politique. Le Royaume du Maroc regrette profondément qu'à son engagement en faveur de la négociation et sa bonne foi, l'Algérie oppose toujours l'intransigeance et l'instrumentalisation d'un mouvement séparatiste, compromettant ainsi les chances de réussite du processus politique. L'Algérie est la principale responsable de l'inanité des efforts de paix entrepris jusqu'à maintenant. L'Algérie a provoqué l'échec de la solution africaine avec la forfaiture de l'admission d'une entité non étatique au sein de l'Organisation de l'Unité africaine en 1984. L'Algérie a été à l'origine de l'échec du plan de règlement des Nations Unies, en insistant pour l'inclusion de citoyens algériens et subsahariens dans l'identification menée par l'ONU en prévision du référendum, ce qui a abouti au blocage de ce plan de règlement, l'affirmation de son inapplicabilité par le secrétaire général et, in fine, son abandon définitif par le Conseil de sécurité. L'Algérie s'est opposée ouvertement à l'accord 4, proposé en 2002 par l'envoyé personnel du secrétaire général, M. James Baker, un accord 4 que le Maroc avait accepté en son temps. L'Algérie a mobilisé des moyens financiers énormes et ses relais diplomatiques dans le monde afin de contrarier la proposition d'autonomie que le Maroc a soumise au Conseil de sécurité en 2007. Il continue de dicter à son protégé de s'opposer à cette initiative, vidant ainsi le processus politique de son sens. L'Algérie continue de s'opposer au recensement des populations des camps de Tindouf, de crainte que la communauté internationale ne découvre la supercherie de leur nombre, largement gonflé afin de donner l'impression d'un soi-disant peuple dans les camps où résident actuellement moins de 30 000 personnes. À cette Algérie qui est à l'origine de ce différend régional, à cette Algérie qui tire les ficelles derrière le rideau du principe de l'autodétermination, à cette Algérie qui obstrue les efforts de l'ONU pour le règlement de ce différend, à cette Algérie championne du niet à toutes les bonnes initiatives dans les relations avec le Maroc, à cette Algérie qui ferme ses frontières avec le Maroc depuis un quart de siècle contre les règles élémentaires du bon voisinage, à cette Algérie qui gèle l'humain à cause du différend sur le Sahara, hypothéquant ainsi l'intégration régionale tant souhaitée, à cette Algérie qui a mené une campagne féroce, mais vaine, heureusement, pour contrer le retour du Maroc à sa famille africaine. À cette Algérie, nous disons que le règlement de la question du Sahara sera avec l'Algérie ou ne le sera jamais. À cette Algérie, nous disons qu'elle doit assumer sa pleine responsabilité dans ce différend et s'asseoir à la table des négociations pour son règlement définitif. Au moment où le processus politique est sur le point de reprendre avec la tournée régionale, la semaine prochaine, du nouvel envoyé personnel, M. Oskola, à qui nous réitérons notre soutien et notre pleine coopération, nous disons que la réussite de ce processus politique passe impérativement par l'implication pleine, entière et totale de l'Algérie. Cette conviction n'est pas celle du Maroc uniquement. Il a déjà été affirmé par plusieurs envoyés personnels du secrétaire général
sur le Sahara qui ont conclu que la solution de la question du Sahara n'est nullement à Tindouf avec le Polisario, mais à Alger et à Alger uniquement. Monsieur le Président, malgré les pauses forcées du processus politique, en raison des obstructions des autres partis, le Maroc est résolument décidé à mettre en œuvre la régionalisation avancée au Sahara, prélude à l'autonomie. À cet effet, il y a lancé un nouveau modèle de développement avec une enveloppe budgétaire de 8 milliards de dollars américains. Cette décision stratégique ambitionne l'appropriation du développement économique du Sahara par sa population. Il est motivé également par la conviction du Maroc que le développement de cette région ne doit pas rester l'otage du blocage du processus politique, né des tergiversations des autres partis. Contrairement à la misère et au désespoir dans les camps de Tindouf, le Maroc offre prospérité, liberté et espoir à ses provinces du Sud. Les élections régionales et législatives, tenues respectivement en 2015 et 2016, ont consacré l'adhésion indéfectible des populations du Sahara au processus démocratique, au renforcement de l'état de droit et au respect des droits de l'homme. Ces échéances ont été qualifiées par les Nations Unies de transparentes, n'ayant connu aucun incident et tenues dans une atmosphère calme. À l'opposé du climat de développement et de démocratie dont jouissent les populations du Sahara marocain, nos concitoyens séquestrés dans les camps de Tindouf sont soumis à un lot quotidien d'humiliation, de privation de droits et de violations massives de leur liberté. Bien pire, l'Algérie a démissionné de ses responsabilités internationales en tant que pays hôte en faveur d'un groupe armé séparatiste, le Polisario, qui propage la terreur et militarise à outrance des camps censés être purement civils. La situation dans les camps de Tindouf est unique et inique. Il s'agit de la seule population des camps dont le nombre demeure un mystère pour la communauté internationale et un secret bien gardé par l'Algérie. En ce faisant, le pays hôte viole la légalité internationale dans le droit humanitaire et les résolutions du Conseil de sécurité. Les populations des camps de Tindouf sont privées même de l'aide humanitaire octroyée par les donateurs, qui est frauduleusement détournée par les responsables algériens du Polisario, comme attesté par les rapports de l'Office européen de lutte antifraude, OLAF, et l'Union européenne, du HCR et du PAM. Enfin, Monsieur le Président, la montée actuelle du phénomène déstabilisant du séparatisme dans certains pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique nous interpelle avec force. Elle confirme que l'instrumentalisation et l'exploitation politique de l'autodétermination sont dangereuses pour bon nombre de pays. Cette dérive menace leur stabilité, compromet leur développement, fragmente leur région et divise leur peuple. L'autodétermination aveugle et l'obsession des référendums sont devenus les mamelles du séparatisme. L'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Youtant, avait bien mesuré les germes du séparatisme, du danger du germe du séparatisme que recelait le principe de l'autodétermination il y a près d'un demi-siècle. Dans un discours visionnaire à Accra, en 1970, M. Youtant avait déclaré, je cite, « Ce concept n'est pas bien compris dans bien des régions du monde. L'autodétermination des peuples ne s'entend pas de l'autodétermination d'une partie de la population d'un État membre donné. Si le principe de l'autodétermination s'applique à 10 différentes régions d'un État membre, ou à 5 différentes régions d'un État membre, ou à 20 différentes régions d'un État membre, alors je crains que le problème soit sans fin. » Fin de citation. Cette mise en garde prémonitoire de M. Youtant à l'époque est devenue malheureusement une réalité dangereuse de nos jours pour bon nombre d'États. À cette occasion, le Maroc voudrait réaffirmer avec force son attachement irréfragable au principe sacro-saint du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale des pays. Comme il les défend avec conviction, corps et âme pour son Sahara, le Maroc se tiendra aux côtés de tous ceux qui les revendiquent pour leur propre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président.